Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Repentance et victimisation à la maladie auto-immune de l'Occident. Pierre connaît ça. Vous êtes obligé de parler du Covid, là. La maladie auto-immune. Non. Pourquoi la maladie auto-immune? Parce que la maladie auto-immune, enfin telle qu'elle a été définie par les médecins, c'est que l'infection est provoquée par les agents endogènes du corps. C'est-à-dire que finalement, au lieu de les protéger, si vous voulez, contribuer à la diffusion. Bon. Pourquoi j'ai pris ce terme-là? Parce que je trouve que sur le XXe siècle, les intellectuels ont largement contribué d'abord au sentiment de repentance, avec raison d'ailleurs, mais en adhérant parfois à des utopies laïques. Rappelez-vous l'entre-deux-guerres. Vous aviez ceux qui devenaient fascistes, ceux qui devenaient nazis et ceux qui devenaient communistes. Et après-guerre, évidemment, il était hors de question de critiquer l'URSS. Grande nation victorieuse, etc. Mais rappelez-vous comment on traitait un type comme Aron ou un type comme Camus. Le grand penseur, c'était Sartre. Il n'y a pas un type qui s'est plus trompé sur les questions internationales que Sartre. Mais il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Oui, c'est ça exactement. Et rappelez-vous qu'il a été communiste, stalinien, maoïste. Les Khmer rouge, ça a été juste. Il n'a pas eu le temps. Mais enfin, je veux dire, quand on a ce passé-là, on n'en fait pas un héros. Mais alors justement, vous en parlez, c'est pour ça, vraiment c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, parce que vous donnez aussi des faits par rapport à ça. Alors, il y a eu des livres, Les sanglots de l'homme blanc, il y a eu d'autres livres. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en balance, sans du tout les équilibrer, c'est pas le problème, de cette allez, comme on dirait, inclination, tendance, passion, de repentance, de victimisation. Vous dites, d'accord, ok, l'Occident, Dieu sait s'il est coupable d'un certain nombre de choses, mais les autres aussi, il n'y a pas que l'homme blanc. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai essayé de composer ce livre en deux parties, c'est-à-dire effectivement le bilan de l'homme blanc, il ne faut pas le discuter. Rappelez-vous quand même qu'entre l'homme blanc triomphant du début du XXe, qui va commencer par faire la guerre de 14, 20 millions de morts, puis ensuite il va y avoir cette crise de conscience, puis la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, et puis immédiatement après les guerres de décolonisation, rappelez-vous que pendant le procès de Nuremberg, il y a les émeutes de Sétif et le bombardement d'Haiphong, c'est-à-dire qu'on est dans notre bonne conscience, nous ce sont nos colonies, et donc il faut reprendre nos colonies. Et donc après ces guerres de décolonisation qui vont quand même durer jusqu'à 1962, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, vous avez donc quelque chose qui a de quoi dresser un bilan, disons, de responsabilité de l'Occident. Bon. Mais ce qui m'a intéressé, alors évidemment, dans le paysage, il y a la Shoah. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois procédé à une espèce d'extermination systématique d'une population. Et donc, en fonction de ce qu'elle était intrinsèquement, essentiellement. Absolument. Ouais. Et alors en plus, si vous voulez, l'horreur est telle qu'on décide pour la première fois de réparer le tort fait à des victimes de guerre. Rappelez-vous qu'avant, les victimes des guerres, c'était du collatéral. Il n'y a jamais eu, par exemple, de politique de reconstruction pour les victimes de la guerre de 14, ou les gens qui avaient vu leur maison détruite, etc. Là, pour la première fois, on reconnaît que des victimes ont droit à une réparation. Ça va être la création d'un État. Vous connaissez la suite, la création d'Israël, etc. Mais la création de cet État crée ses propres victimes, puisque les Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec la Shoah se retrouvent dans la situation de victimes. Mais personne ne pouvait prendre en compte le fait que le tort fait aux Palestiniens était causé par la réparation d'Israël. Or, pourtant, on était dans un processus identique. Pardon. Et donc, à cause de cette repentance acceptée, l'idée de finalement se manifester comme victime rencontrer un écho formidable. Alors, évidemment avec les intellectuels qui, la plupart du temps, contribuaient à amplifier, si vous voulez, ce sentiment de victimisation et donc la repentance exigible de l'Occident. Pardon, Pierre connaît ça, justement. Mais ce qui est intéressant, parce que vous en parlez, qu'est-ce qui fait quand même et moi ça m'a... Qu'est-ce qui fait que les intellectuels, pas tous quand même complètement imbéciles ou lobotomisés, vous parlez de Badiou, on parle de Sartre, on pourrait en citer des dizaines, ont accepté, alors on peut parler de Mao, de Pol Pot, puis de beaucoup d'autres, ont accepté, intellectuels de gauche, parisiens, tranquilles, bien chez eux, bien au chaud, ont accepté de dire Mao Tse-tung, la révolution culturelle, formidable, des millions de morts, Pol Pot, très bien, le tiers de la population cambodgienne éradiquée. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est quoi? En fait, ma question, c'est jusqu'où peut aller cette repentance dans ce masochisme autodestructeur, quand même? Pour répondre à la première partie de votre question, ça m'a aussi beaucoup fasciné. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait accepter jusqu'au bout, par exemple, les exemples que vous avez cités.
Et alors, à mon avis, il y avait deux choses. Il y a d'abord l'emprise du marxisme. C'est-à-dire, le marxisme est une logique qui, donc, vous promet le bonheur absolu, et finalement, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des morts, mais que de toute façon, à la fin, c'est la réalisation de l'optimum, l'égalité absolue, etc. Le paradis sur terre mérite quelques sacrifices. Exactement. Ça, et donc, rappelez-vous que même à l'époque de Staline, on va effectivement excuser, on va essayer de pas voir, etc. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la Terre est plate et que le lieu de pouvoir est Paris et surtout le 5e, 6e et 7e arrondissement. C'est-à-dire que peu de gens allaient sur place voir. Et évidemment, quand ils y allaient, vous savez, les compagnons de route, ils étaient en général très bien acceptés. Certes. Ils étaient choyés. Donc, ils n'allaient pas... Très bien traités, on les amenait où il fallait. Oui, les villages Potemkin, quoi. Des villages Potemkin, exactement. Et puis en plus, avec tout ce qu'on peut faire avec un intellectuel, si on lui passe la main dans le dos, si on fait traduire ses bouquins, etc. Donc il y avait une espèce de lâcheté intellectuelle qui était étonnante. Et encore, je reviens encore une fois sur le cas de Aron. Aron était diabolisé. D'ailleurs, il écrivait dans le Figaro. Alors, vous vous rendez compte de la faute que ça pouvait représenter. Et il a fallu des années pour qu'à la fin, on reconnaisse que c'était Aron qui avait raison. Donc c'est quand même gênant de penser que ce sont les organismes endogènes de notre société qui ont créé la maladie. Oui, alors justement, mais pour pousser là-dessus, parce que c'est quand même le fond de la chose, c'est quoi? C'est estimer que, vous vous rappelez cette phrase de Sartre dans la préface à Fanon, vous la citez d'ailleurs, tuer un Européen, c'est libérer deux personnes, l'Européen il est mort, donc bon, et l'autre, on libère le colonisé. Mais arrivé à ce stade, moi je veux bien, et Dieu sait si on va pas faire l'éloge de la colonisation et dire à dire, mais c'est quoi? Vous dites le marxisme, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas le repentir chrétien ou judéo-chrétien? Je ne sais pas. Est-ce que ça joue? Il a mis du temps à s'exprimer quand même. Hein. Ouais. Il a mis du temps à s'exprimer. Je veux dire, le chaînage qui fait qu'alors qu'on juge les dignitaires nazis et les dignitaires japonais, on reprend la recolonisation, on va bombarder, rappelez-vous, les émeutes de Sétif, je crois que ça fait 3000 morts, et le bombardement d'Haïphong, ça fait 6000 morts. Et on est en plein procès de Nuremberg. Donc nous ne ferons jamais nous-mêmes le procès de nos propres horreurs. Rappelez-vous, la torture, le déplacement de population, les bombardements de population civile, etc. Parce qu'encore une fois, on est dans la situation où de toute façon, la légitimité a mis beaucoup de temps à se trouver critiquée. C'est parce qu'on prend le contingent en Algérie que commence la crise. La guerre d'Indochine, il n'y a pas de crise en France pour ça. Bon, il y avait des dockers qui refusaient d'embarquer des trucs, mais il n'y a pas de crise dans la société française. Ouais. Alors justement, de ce point de vue-là, quand même, vous dites ça, c'est vrai. Mais enfin, on peut vous répondre, mais c'est un débat. Mais je crois, ils peuvent. Enfin, je me fais l'avocat non pas des diables, mais des autres. Il dit oui, mais attendez, pour détruire l'Allemagne, il fallait bombarder Dresde. C'était terrible. Il y a eu des tas de civils. Mais est-ce qu'il fallait ne pas le faire? Enfin, quand on est dans la guerre, voilà. Je veux dire, où on peut s'arrêter là? C'est comme Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Pas question de justifier Hiroshima et Nagasaki, mais est-ce qu'il fallait que ça soit, pour poser la question brutalement, chez Churchill ou chez Roosevelt ou chez Hitler? Grosse question. Si vous voulez, la guerre a ses règles. Hein. C'est-à-dire qu'en général, ça vise à finir la guerre. Ça n'est plus les guerres napoléoniennes. On fait pas une bataille. Si on l'a gagnée, c'est fini, on signe la paix. Non, on est dans des guerres avec la guerre de 14 qui commencent à être des guerres d'effectifs, de massacres de population, etc., etc. Et donc, après ça, évidemment, quand on est à la Seconde Guerre mondiale, on est là dans une politique où le technologique va primer dans le conflit, et donc vous aurez les bombardements sur les villes, etc. Rappelez-vous que la guerre de 14, à Paris, ça vivait bien. C'était uniquement la ligne de front qui était marquée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par contre, le front est partout, et donc vous allez avoir ces bombardements systématiques, y compris de Dresde, etc. Rappelez-vous que à la fin de la guerre, les Américains ont cherché à comprendre pourquoi les Allemands, malgré tous ces bombardements de villes, avaient finalement résisté jusqu'au bout. Et en fait, ils ont mandaté des sociologues qui sont allés interviewer les populations allemandes, et ils sont arrivés à une conclusion qui paraît d'un bon sens absolu, c'est qu'ils disaient, mais vous savez, quand on est sous les bombardements, on se solidarise avec celui qui vous défend, pas avec celui qui vous bombarde. C'est idiot, mais c'est à peu près les contradictions de la guerre. Et donc, toutes ces choses-là, évidemment, ont fait qu'on n'a pas empêché, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, de continuer les bombardements avec des B-52 qui balançaient des bombes sur des populations à 6000 mètres d'altitude. Donc, vous voyez, on n'a pas complètement sorti du fait que on croit que la supériorité technologique suffit à gagner une guerre. Voilà. Oui, ce qui n'a pas été le cas, et Dieu sait si les Vietnamiens l'ont montré. Et alors, pour revenir à justement cette concurrence victimaire extraordinaire, d'ailleurs qu'on vit toujours aussi, chacun se victimise à sa manière d'une certaine, et c'est ce que vous racontez dans votre livre. Encore une fois, je voudrais revenir sur cette espèce d'opium des intellectuels, c'était un titre de Raymond Aron, ça.
Et cet opium-là consiste à dire quoi? Je me donne bonne conscience, moi je suis là, moi je ne risque rien, mais je me donne bonne conscience en choisissant les bonnes victimes ou les mauvaises victimes, les bons bourreaux, les mauvais bourreaux. Est-ce que quelque part c'est ça? Oui, effectivement, c'est se placer en position de puissance morale. Et effectivement, en disant je connais les victimes, etc. La différence entre ces intellectuels-là, et je reviendrai sur le sujet, et les intellectuels de l'entre-deux-guerres, c'est que les intellectuels de l'entre-deux-guerres participaient aux guerres. Il y a des gens qui sont partis à la guerre d'Espagne, Régis Debray est parti en Amérique latine, etc. Ça là, aujourd'hui, les intellectuels ne partent plus faire la guerre. Hein, ils font la guerre d'ici. Et après la disparition de l'URSS, donc quand tout à coup la matrice de la bipolarité s'effondre et que le marxisme disparaît comme idéologie, puisque le navire amiral a sombré aussi, vous avez à ce moment-là sur les plateaux télé ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire que vous voyez bien sur toutes les chaînes d'infos, vous savez, le basculement se fait au moment de la guerre du Golfe. Pourquoi? Parce que guerre annoncée, on avait donné 6 mois à Saddam Hussein pour se retirer, 35 pays, d'une coalition de 35 pays pour battre la 4e armée du monde qui sortait d'une guerre... Bon. Ça dure 120 heures. Il y a tromperie sur la marchandise. Je veux dire, quand vous dites qu'on est capable de réduire... Alors, j'ai jamais su qui était la 3e guerre, hein, la 3e puissance mondiale, mais enfin, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, après ça, les Occidentaux se sont installés dans une espèce de d'hubris guerrière, en se disant, mais si on envoie du militaire, on va faire cesser les guerres. Sans se poser la question de la raison de la crise ou de la guerre, si vous voulez. Et rappelez-vous, à Sarajevo, on envoie des casques bleus français et anglais, les pauvres types se font flinguer. Parce qu'on ne s'était pas demandé pourquoi, ni comment, etc. Et donc, cette espèce de bonne conscience s'écroule évidemment au moment du 11 septembre. Parce que là, à ce moment-là, on avait fait quand même déjà une quinzaine d'interventions militaires. À chaque fois, d'ailleurs, ça s'était mal passé, ça s'était mal terminé. Mais le 11 septembre, tout à coup, c'est le traumatisme, puisque les Américains qui n'avaient jamais connu la guerre sur leur territoire, tout à coup se retrouvent en mondiovision avec la destruction des tours, avec un type qui connaissait très bien, qui s'appelait Ben Laden, etc. Et à ce moment-là, vous avez la réaction d'un organisme démocratique qui décide qu'il faut une guerre. Rappelez-vous, George Bush, en janvier 2002, fait une guerre dans laquelle il annonce que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient l'axe du mal. Donc on est sur quelque chose qui est totalement artificiel. On peut s'occuper d'une crise ou d'une autre, ou on la négliger, peu importe, puisqu'il n'y a plus l'URSS derrière. Par exemple, la crise la plus grave aujourd'hui, c'est celle de la crise du Congo. Mais personne n'a envie d'envoyer des troupes au Congo. Donc, vous voyez comment regardez au Soudan, il y a un génocide au Soudan, personne n'en parle. Ah bah oui, bien sûr, le Soudan, mais oui, en même temps. Personne n'a envie, effectivement, d'envoyer des troupes se faire tuer au Soudan. Donc, on est dans une situation où, si vous voulez, sur le plateau télé, on interpelle le politique avec un argumentaire qui consiste à dire on ne peut pas ne pas, la double négation suffisant de preuves. Et donc, après ça, le politique va choisir ou pas d'envoyer ou d'envoyer pas. Mais on est en bout de course, hein, c'est fini. On ne peut plus continuer à faire semblant d'envoyer des troupes. Nous-mêmes sommes en train de refouler d'Afrique. C'est-à-dire que la France-Afrique est en crise. Et donc, vous voyez, pour le Mali, on finit par se retirer parce qu'on a des salafistes là-bas aussi. Donc, on est dans un basculement stratégique. Et encore une fois, cette espèce de surcapacité de ce complexe militaro-intellectuel où vous allez avoir des intellectuels médiatiques, vous allez avoir des humanitaires, vous allez avoir des intellectuels, vous allez avoir tous ces gens-là, si vous voulez, qui vont venir expliquer d'ici pourquoi il faut envoyer des troupes. Voilà. Et ce qu'il faut faire, oui. Et ce qu'il faut faire. Et c'est le camp du bien. On va continuer d'en parler avec Pierre Conessard. 0826 300 300 pour ceux qui veulent intervenir et n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et évidemment ce qui se passe en ce moment, que ce soit Russie, Ukraine ou Iran, Israël, donne beaucoup d'eau à notre moulin. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'homme blanc peut-il encore donner des leçons d'humanité à la terre entière et en recevoir, parce qu'il en reçoit aussi, Pierre connaît ça, Repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Effectivement, on parlait de ça, on parlait de ces paradoxes assez incroyables, on parlait aussi hors antenne, parce que quand vous parliez justement, je me rappelle aussi quelque chose qui est très intéressant, juste avant l'effondrement de l'URSS, juste avant le 11 septembre 2001, en 1999, il y a eu
hors ONU, etc., l'OTAN qui attaque la Serbie. Ouais. En plein, et puis ça crée pour le Kosovo et compagnie. Là aussi, pendant 99 jours de bombardement, aucun problème, C'est-à-dire, on a l'impression que chacun, ça continue sans aucune règle, et après, ça se donne les amis du bien et de la morale. Bon, il vaut mieux l'avoir un peu en stock avant, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Avec le cas de la Serbie que vous citiez, effectivement, il y avait eu ce siège de Sarajevo, mais simplement l'illusion qu'on en avait, c'est qu'on pensait que l'envoi de casques bleus français et anglais allait suffire à calmer tout le monde, puisqu'on était dans la sortie de la guerre du Golfe. Ouais. En fait, on a perdu, je crois, une quarantaine de types, victimes de snipers serbes, et donc on était quand même dans une situation où on ne mesurait pas non seulement la capacité militaire de l'autre, mais le propre poids de nos argumentaires, si vous voulez. Et donc, moi, j'en avais parlé avec Védrine, et il me disait, mais Mitterrand a très longtemps hésité, parce qu'on lui a reproché de ne pas être intervenu plus tôt. Ouais. Mitterrand s'était longtemps interrogé pour savoir s'il fallait préserver le modèle titiste, qui avait quand même assuré 40 ans de paix, ou laisser l'éclatement se faire. Bon, finalement, après, les événements ont dicté la suite. Mais il était légitimement en droit de s'interroger. Or, après ça, on connaît la suite. Alors, il y en a une crise que j'aime beaucoup citer aussi, qui est la Somalie. Ah oui. La Somalie, rappelez-vous, court dans les médias l'idée qu'en Somalie, il y a une famine et qu'il y a des chefs de guerre qui pillent les convois humanitaires. Bon. Moi, j'en parle avec Broman, et il me dit, mais écoute, j'ai appelé mes équipes... Broman, Médecins sans frontières. Oui, pardon, patron de Médecins sans frontières, qui dit, j'ai appelé mes équipes sur place, ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Donc si on augmente la quantité, on devrait réduire la conflictualité. Et en fait, pendant qu'il est en train de plaider ça, vous avez Kouchner, ancien humanitaire, devenu ministre, qui décide la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, cette guerre est tellement ridicule que quand les Américains voient un grand spectacle comme à Hollywood, qu'il faut attaquer le port de Mogadiscio, parce que là, il faut amener de l'aide en quantité, il attaque sur une ville tenue par un chef de guerre qui s'appelait Haïdid. Le type l'attendait de pied ferme, il abat 2 hélicoptères, 20 djihadistes tués. Les Américains ont quitté Mogadiscio sans même nous en informer. Donc vous voyez comment cette futilité de l'accroche à la conflictualité, qui évidemment s'est révélée dans beaucoup de crises secondaires. C'est-à-dire en fait, mais si on, en lisant ce que vous écrivez, on se dit au fond, on habille tout ça de très beaux sentiments, que ce soit culpabilité, victimation, mais c'est le cynisme et le rapport de force qui jouent de façon absolue, quoi. Franchement. Oui, ou pas. Oui, simplement effectivement, comme il n'y a plus d'ennemis structurés en face, comme il n'y a pas d'ennemis planétaires, si vous voulez, en face. Oui, il n'y a plus la guerre froide, il n'y a plus Amérique, URSS, etc. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a environ 400 crises à la surface de la planète, ça permet de faire son marché. Il y a des crises qui n'intéressent personne. Je vous disais tout à l'heure, la crise la plus grave aujourd'hui, c'est la crise du Congo, mais personne n'a envie d'envoyer du monde au Congo. Donc le massacre se passe tranquillement, le Soudan c'est pareil, la Somalie pareil. Congo, Rwanda, c'est fou, 300 000 hommes, femmes et enfants tués. Oui. Personne... Alors le cas du Rwanda était assez intéressant parce que j'étais à l'époque à la délégation des affaires stratégiques et avant en 93, j'ai écrit un papier en disant que j'ai appelé poliment plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda parce que je me disais je comprends pas ce qu'on fait au Rwanda, c'est une chiure de mouche à côté du Congo, bref. Mais c'était tenu par la chaîne militaire, la France-Afrique, si vous voulez, remontant à l'Élysée. Donc je me fais engueuler par un militaire du cabinet qui me dit quand on connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Bon, quelques mois plus tard, le génocide commence. Et après coup, on a fait justement avec mes collaborateurs, parce que je l'avais un peu en travers de la gorge, le bilan du système d'information français. Oui, donc on a repris toutes les notes de la DGSE, toutes les notes du renseignement militaire, toutes les notes, tous les télégrammes diplomatiques, etc. Et vous vous apercevez que très peu ont alerté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient très peur que dans cette chaîne de la France-Afrique, on leur dise mais attendez, occupez-vous de ce qui vous regarde. Donc tous les télégrammes diplomatiques, quand ils écrivaient la vie politique à Kigali comme si c'était le 5e arrondissement, alors qu'il y avait une espèce de propagande de Habyarimana qui qualifiait les Tutsis de rats, de chiens. Bon, imaginez qu'un type qui était en Allemagne dans les années 30 n'ait pas vu que le nazisme était antisémite. Et donc cette chaîne, il ne le faisait pas par peur de paraître. C'est quoi? C'est la peur, c'est l'opportunisme, c'est quoi? Que ces gens-là dont le métier, dont le job est d'informer, ne le font pas. Si vous voulez, chacun a sa logique. Bon, d'abord que les diplomates soient des diplomates, je ne vais pas leur reprocher. Disons qu'ils sont prudents. Bon. Ouais. Deuxième chose, la direction du renseignement militaire, ce qui l'intéressait, c'était la conflictualité qui continue à exister à la frontière. Donc ils avaient du renseignement militaire. Que la DGSE n'est pas informée, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai rien trouvé, si vous voulez, d'alerte. J'ai dû trouver une note de la DGSE qui effectivement alertait. Mais vous voyez cet audit,
quand on arrive finalement à cette situation effroyable du massacre à la machette, bon, ça c'est un aspect qu'on a complètement raté. Alors, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va monter l'opération turquoise, pour essayer de séparer les belligérants, les Américains disent, nous, l'Afrique, c'est fini. Hein. Il n'y a pas un noir qui mérite qu'on tue un GIs. On va aller dans l'opération turquoise, vous connaissez la suite, et donc finalement, on va à la fin réussir, enfin en tout cas, comment dire, Kagame va l'emporter. Pour nos auditeurs, pardon, ce qu'était l'opération turquoise, juste. Alors l'opération turquoise, c'est une opération que monte la France justement parce qu'elle dit mais on peut pas laisser le génocide. Les Français s'étaient retirés, hein. Il n'y avait pas de soldats français au moment du génocide. Donc on dit mais il faut y aller, il faut empêcher le massacre. D'accord. Donc on va monter une opération où quelques États européens pour l'essentiel vont venir, mais enfin en gros le match est déjà fini quoi. Ouais. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans le débat politique français, les gens n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'était effectivement passé. Ils ont surtout instruit le procès de la France. Ouais. Vous voyez, c'est pas je vais prendre tous les éléments du dossier pour comprendre. Oui. Ce qu'on a fait nous avec mes collaborateurs, c'était évidemment le bilan, l'audit du système d'information publique. Bien sûr. Et il y a énormément de crises où malheureusement c'est comme ça. Et justement, on va continuer à parler. Et aujourd'hui, effectivement, à l'heure où il y a parce qu'on parle aujourd'hui effectivement d'Iran-Israël, mais il y a combien on peut dire 200 conflits à la surface de la Terre au moins. Un peu plus 400, mais avec des violences évidemment très différentes. Oui. Non, il y a le choix. Hein, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et oui, et prendre son marché. Enfin, je dis ça, c'est assez terrifiant parce que c'est pas une question de cynisme, c'est une question justement de rapport de force, d'idéologie. On va continuer d'en parler. 0826 300 300 avec Pierre Conessa, et on va parler aussi de cette espèce de, moi je dirais, de victimisation, d'indignation, de repentance à géométrie variable. Parlons des 2 poids 2 mesures parce que je crois qu'elle est un peu partout, elle est très présente. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Pierre Conessa, repentance et victimisation, la maladie auto-immune de l'Occident. Je crois que nous avons un auditeur. Non, je pensais qu'il y avait. Alors, justement, je voudrais qu'on continue. Alors, juste dans votre livre, Pierre Conessa, vous dites, attendez, il y a ce qu'on appelle, voilà, effectivement, l'Occident. Mais il y a quand même peut-être, on pourrait regarder aussi, balayer peut-être, non pas devant notre porte, on le fait et c'est très bien, mais ce qui se passe chez les autres, c'est-à-dire qu'il y a autant de massacres, de génocides, il faut remplir ça avec précaution, mais quand même, chez d'autres, notamment en Afrique, en Asie et ailleurs, qui, elles, passent totalement sous silence. Ah oui, absolument. Revenons sur l'affaire du Rwanda, par exemple. Oui. C'est un massacre intra-africain. Mais il n'y a pas de bilan critique africain. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple de prendre la responsabilité à la colonisation, même si elle n'avait plus aucun rapport, hein, puisque ça avait été une colonie belge qui avait été cédée à la France, mais pas formellement, mais disons c'était dans l'ère de la France-Afrique, quoi. Et donc on a aujourd'hui des génocides, comme vous citiez le Soudan, si vous voulez, ou des massacres collectifs dans lesquels on n'a aucune responsabilité. Mais il reste que... Alors il y a un exemple que j'aime beaucoup, si vous voulez, c'est celui de l'Algérie. Parce que l'Algérie, vous vous souvenez, 62, il y avait les lignes frontières qui avaient été bloquées, hein, vous vous souvenez, et puis l'armée française avait quasiment exterminé la résistance intérieure. Mais 62, quand on signe la paix, c'est la résistance extérieure qui rentre à Alger, qui s'installe. Bon, c'est évidemment, ils ont tout intérêt à survaloriser une guerre qu'ils n'ont pas faite, puisqu'ils l'avaient pas faite, justement. Et donc, ils vont s'installer, et les militaires algériens vont capter le pouvoir jusqu'aux affaires, si vous voulez, d'islamisation et de guerre civile. Donc, ils cultivent un discours anti-français. Ils vont former tous leurs enfants à l'idée de la guerre de libération, que la France, le malheur, etc. Et ces enfants n'ont comme seule solution que de venir chercher du boulot en France. Vous voyez bien que ça pose quand même quelques problèmes, mais jamais les Algériens reconnaîtront qu'ils sont au moins aux mêmes responsables, parce que les 10 années de guerre religieuse en Algérie n'ont rien à voir avec la France. C'est parce qu'ils avaient voulu réislamiser, comme ils n'avaient pas d'imam, ils les faisaient venir d'Arabie Saoudite. Vous voyez le service qui se rendait à eux-mêmes. Et donc, ils n'ont fait aucune analyse de ces 10 ans où il y a eu 300 000 personnes massacrées. Non, parce que si vous voulez, à la fin, la politique de réconciliation nationale, c'était on arrête tout. Bon, on a dit ça a laissé des cicatrices énormes, c'est évident. Oui. Mais encore une fois, avec quelque chose qui était une économie ruinée par la guerre, une suprématie des militaires qui n'ont toujours pas quitté le pouvoir, et donc on est dans ces situations fascinantes. Rappelez-vous quand même qu'ils ont sorti cette espèce de fantoche qui était Bouteflika, qui avait la peine à aller jusqu'à l'urne, mais simplement pour dire nous avons un ancien combattant civil.
Enfin, vous voyez, il fallait prendre les Algériens pour des imbéciles quand même à ce point-là. Donc c'est ça l'Algérie. Puis aujourd'hui, évidemment, je ne reviens pas sur l'affaire Boualem-Sansal, mais vous voyez bien combien la construction anti-française est une espèce d'identité politique en Algérie. En fait, c'est une espèce de cheval, qui leur sert bien. D'ailleurs, c'était Xavier Driancourt, vous savez, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui m'avait rappelé, moi vraiment c'est quelque chose qui n'a pas été c'est que les signataires des accords d'Évian, c'était pas les mecs de l'armée de l'intérieur. Ils avaient été balayés. 6 mois après, c'est l'armée de l'extérieur, c'est Ben Bella et compagnie. Oui, on les a fait sortir de prison puisqu'ils étaient emprisonnés en France. Et c'est eux qui vont effectivement, dans un premier temps, capter le pouvoir, mais en Algérie, il n'y a pas d'autre légitimité pour le moment que celle de l'armée, quoi. Et donc les pauvres Algériens, ils sont obligés effectivement, il y a captation de la rente pétrolière, et donc comme beaucoup de pays pétroliers, il n'y a pas de boulot sur place, donc les types ne peuvent venir que chez l'ancien ennemi qui est quand même la France, voilà. Bon. Donc aujourd'hui, les enfants de 2e ou 3e génération, qui sont parfois nés en France, si vous voulez, ont parfois du mal, effectivement, ils recherchent une identité dans une espèce de radicalisation religieuse. On n'est pas sorti de l'auberge, quand même. C'est ça. Non, mais est-ce que ça risque pas, franchement, et on le voit, d'entraîner quand même des conséquences dont on ne voit absolument pas comment elles pourraient être contrôlées? Écoutez, de toute façon, moi, il y a 2 exemples qui me frappent, qui sont l'assassinat de 2 professeurs de l'Éducation nationale. Samuel Paty et Dominique Bernard. Ouais. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'enseignement public que 2 professeurs sont assassinés. Ce qui m'a frappé, c'est que le premier a été assassiné par un Tchétchène. Alors vous dites, attendez, les Tchétchènes, pourquoi on l'a accepté en droit d'asile? Parce que les Tchétchènes, ils sont massacrés par les Russes. Les Russes nous disaient, faites attention, les Tchétchènes sont des mecs qui règlent tout à coups de feu. Ah non, c'est des victimes. Le jeune Anzorov arrive à l'âge de 9 ans. Il fait l'école publique française. Et à 15 ans, il décide d'aller décapiter un professeur qu'il ne connaît pas, dont il a appris qu'il avait soi-disant commenté les images de Charlie Hebdo. Et donc, il va aller sans se le faire identifier pour le suivre, pour le décapiter. Bon. Donc, je me pose une première question, c'est est-ce qu'on avait jugé de la dangerosité de Tchétchènes quand on les a acceptés? Deuxième aspect, celui de Dominique Bernard, qui lui va être assassiné par un de ses anciens élèves. Pareil, lui, c'est un Ouzbek. Alors, vous dites, attendez, c'est pas 2 pays dans lesquels la politique française est particulièrement menaçante. Ça veut dire qu'on a un droit d'asile, si vous voulez, qui ne regarde plus la dangerosité de l'individu qu'on accueille, mais est-ce qu'il est menacé chez lui? À la fin, vous vous retrouvez, quand finalement le droit d'asile leur est refusé, avec la situation des OQTF. Oui, non, il peut pas rester, il faut qu'il s'en aille. Vous avez obligation de quitter le territoire français. Obligation. S'il vous plaît, obligation de quitter le territoire français. Et comme vous savez que la jurisprudence européenne fait que même si vous voulez expulser quelqu'un, il faut vérifier qu'il sera bien traité chez lui. Vous dites, on va renvoyer aux Algériens leurs anciens islamistes, on va libérer de prison, vous pensez qu'on va les récupérer. Et donc, on est dans cette situation aberrante où le droit a perdu contact avec la réalité. Que ce soit le droit d'asile, d'ailleurs, ou que ce soit le droit européen. Oui, et puis voilà, et les politiques ont totalement plié devant cela. Enfin, ils se sont courbés. Totalement, parce qu'encore une fois, si vous voulez, quand on dit qu'on vit dans un état de droit, c'est bien, mais il faut que le droit ait un contact avec la réalité. Un peu, oui. Vous le voyez bien qu'avec l'obligation, l'interdiction d'expulser un type qui est sous OQTF, ça veut dire qu'il est sorti de prison, il a fait sa peine, il est toujours dangereux et on ne veut pas le garder, mais on ne peut pas l'expulser. Donc il y a un moment où vous dites, attendez, les juges, faut mettre les types à Bruxelles, quoi. Il n'y a plus que ça comme solution. C'est clair. C'est clair. Et effectivement, comme Bruxelles commande, enfin en tout cas, tout se passe comme si Bruxelles commandait. Je voudrais alors justement venir à cette espèce de... Mais ça fait partie, je dirais presque, on dirait quand même, parce que pourquoi personne parmi les politiques, les juges disent, écoutez, c'est une situation aberrante, vous le dites, tout le monde le constate, enfin beaucoup le constatent, ils sont un peu lucides, mais on ne peut rien faire. Ce qui est extraordinaire, c'est dans la bouche des politiques, même d'un certain nombre d'intellectuels ou d'un certain nombre de sachants, de guillemets, oui, c'est vrai, c'est terrible, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est quoi? Ça vient de quoi, ça? D'abord, la fragmentation du champ politique, ça c'est une chose, c'est-à-dire que si vous pouvez accuser l'autre de porter atteinte aux droits de l'homme, si vous voulez, vous avez gagné le match, quoi. Bon. Donc on ne sait pas ce que c'est que les droits de l'homme, mais ça fait rien si vous êtes soupçonné d'avoir porté atteinte, bon. Et donc on est dans ces situations où, si vous voulez, il n'y a pas de discours politique consensuel et fort sur cette question-là. Pourquoi? Parce que regardez le droit d'asile, la France, pays des droits de l'homme, terre d'asile. Moi, je me suis amusé une fois, je lisais tellement de télégrammes diplomatiques dans la fonction que j'occupais au ministère. Ouais. Une fois, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. C'est-à-dire, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas, dans cette région du monde où elle compte tant d'intérêts, etc., etc. Et puis, j'expliquais qu'il fallait envoyer du militaire, etc. Et je l'ai glissé dans le paquet. Et personne j'avais ni la date, ni le lieu, si vous voulez. Mais c'est simplement pour dire comment vous êtes
pris culturellement dans un système. Et encore une fois, celui qui va alerter, c'est celui qui, malheur à celui qui, etc., etc. Vous connaissez la phrase de la Bible. Donc on est dans cette situation-là. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. On a aujourd'hui à Tel Aviv un type qui est un fasciste, qui s'appelle Netanyahou, qui a décidé de lui-même d'exterminer les gens de Gaza. Il est appuyé par des religieux qui ont dit mais ça c'est la terre qui nous a été donnée par Dieu. Vous l'avez déjà entendu cet argument-là. Oui. En même temps, il soutient la recolonisation de la Cisjordanie avec des religieux qui créent des villages fantômes, pirates, protégés par l'armée. Et après, il décide d'étendre la guerre à l'Iran. Ça fait quand même un peu beaucoup, non ? Certes, mais enfin, attendez, juste pas pour prendre la position, mais il peut vous dire aussi que le Hamas, et je ne parle pas seulement du 7 octobre, avait pour but, et dans sa charte, l'éradication de l'État d'Israël. Oui, vous le savez. Là, vous avez la preuve de l'éradication du peuple palestinien. Oui, enfin, il n'est pas, heureusement, il n'est pas encore mort. Attendez, on est à 50 000 morts à Gaza. Oui. Ça fait quand même beaucoup, quand même. Oui, et encore une fois, c'est pas parce qu'un type fait un attentat au sol qu'il est qualifié de terroriste que celui qui envoie une bombe à 3000 mètres d'altitude, qui fait pas la différence entre une femme, un enfant et un terroriste, lui est un combattant. C'est quand même assez étonnant. Quand vous avez eu les négociations pour la libération des otages, vous savez que Israël avait accepté un certain échange à condition qu'ils n'aient pas de sang sur les mains. C'était libération de quelques otages contre ce qu'on appelait les prisonniers. Les prisonniers de quoi? C'était des types qui avaient, s'ils n'avaient pas de sang sur les mains, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient jeté des pierres sur Tsahal. Voyons, on ne mesure plus le parallélisme. Sauf que, alors c'est très compliqué. Enfin, pour moi, c'est une situation. Enfin, pour moi, pas seulement pour moi, c'est une situation très compliquée parce que vous savez que Yahya Sinwar, par exemple, hein, qui avait été soigné dans un hôpital israélien d'un cancer du cerveau et avait été guéri. C'est très compliqué, ça. Bien sûr. C'est vrai que moi, je ne crois pas du tout qu'il y a éradication. D'abord, le vrai problème, il est que comment, si vous voulez, au fond, quand il y a un refus comme ça, quand il y a d'un côté des extrémistes qui veulent le grand Israël, mais d'un autre côté, des gens qui vous disent et qui l'écrivent, etc., qu'il n'est pas question qu'il y ait 1 centimètre carré de terre qui ne soit pas arabe et qu'il faut les éliminer et les tuer, c'est des deux côtés, c'est terrible. Vous avez en fait deux psychisme de part et d'autre, l'un considérant comme le répété des nazis et l'autre le considérant comme l'héritier des occupants. C'est ça. Oui, c'est vrai. Mais simplement, vous pouvez pas opposer aux Palestiniens la Shoah. Parce que je veux dire, autant la réparation vis-à-vis de nous, l'argumentaire se reçoit. Mais eux, en créant Israël, on crée des victimes qui, encore une fois, les Palestiniens qui, eux, ont mis des années à être reconnus comme tels. Deuxième chose, on était effectivement, et là vous avez complètement raison, on était en pleine négociation des accords d'Abraham. C'est-à-dire que les pays du Golfe commençaient à se dire, Israël, enfin, on peut peut-être arriver à trouver un modus vivendi, etc. Le Hamas a cassé cette dynamique-là, puisque finalement, au-delà des dirigeants, il s'est adressé au peuple en disant, regardez, ils trahissent la cause. Donc, pour le cas des musulmans, le psychisme, c'est très intéressant, c'est que le salafisme, aujourd'hui, qui est une création saoudienne, hein, on peut l'appeler wahhabisme, mais enfin, c'est ça, le salafisme. Oui, ça tue plus de musulmans que de non-musulmans. Oui, mais ça, alors. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est dans le délire le plus complet. Non, mais ça c'est vrai, mais c'est pas une excuse. Enfin, vous le présentez comme une excuse. Le problème, c'est que pour les salafistes, les musulmans qui ne croient pas au salafisme pur et dur ne sont pas des musulmans. Ce sont des faux musulmans, ce sont des mécréants. Non, je le présente pas du tout comme une excuse, pas du tout. C'est qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile de désigner Israël comme faute de tout, comme c'est plus facile de désigner l'ancien colon, sauf de se regarder ses propres problèmes. Le monde arabo-musulman aujourd'hui est en plein délire. Encore une fois, parce que ils ont très peur des Iraniens. C'est des chiites. Il y a une guerre sunnite-chiite aujourd'hui. Et cette guerre sunnite-chiite est une guerre qui est très violente, qui se fait en particulier par des attentats, qui se fait par des accrochages, etc. Mais ils continuent à raconter que le problème c'est Israël. Ça n'est plus le problème israélien. Leur véritable problème, encore une fois, c'est d'apprendre à vivre avec des pays qui ne sont pas de même culture, qui ne peuvent pas les qualifier de mécréants parce qu'ils ne sont pas sunnites majoritaires, etc. C'est quand même l'Algérie qui a subi cette crise interne qui a fait plus de 200 000 morts. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas, et c'est vraiment l'un des sujets de votre titre, en tout cas de la seconde partie de votre bouquin, parce que là vous touchez quelque chose de très fort. Qu'est-ce qui fait que nous, disons occidentaux, parlons comme ça, Pierre Coleza, nous sommes prêts à reconnaître, mais à en discuter, c'est vrai, là ça va pas du tout, on a été nuls là-dessus, etc. Et Dieu sait si on a pu être plus que nuls, ou criminels, ou autres. Et qu'est-ce qui fait que l'autre côté,
on dit rien. Il n'y a pas de problème. Et non, oui, mais c'est vous, bande d'occidentaux de n'importe quoi. Il faut que parce que vous avez été intrinsèquement, je parle pas du suprématisme blanc, vous avez été intrinsèquement l'homme blanc. Vous le savez, pour chez certains, hein, les économistes, vous êtes que des criminels, oppresseurs, etc., etc. C'est tout le woke aujourd'hui américain. Enfin, ouais. Bon. Comment ça se fait que de l'autre côté, à part quelques exceptions, il n'y a pas de cette reconnaissance, en tout cas d'enseignement de cette reconnaissance. Nous aussi, on a fait des trucs. Ah ben absolument. Mais écoutez, de toute façon, c'est évident que c'est plus agréable d'être accusateur que victime quand même. Hein. Donc une fois qu'on est installé intellectuellement là-dedans, vous voyez bien, comme je vous le disais, qu'aujourd'hui il y a une guerre sunnite-chiite. Je pourrais vous citer plusieurs pays dans lesquels effectivement ils se massacrent entre eux, mais ils continuent à faire croire que c'est Israël leur problème. Et deuxième chose, vous avez effectivement ce travail d'audit interne, si vous voulez, est un audit qui ne se fait pas. C'est-à-dire les intellectuels du monde arabe n'ont pas le droit d'écrire sur certains sujets. Boualem Sansal, qui s'est permis de critiquer l'Algérie, dès qu'il a mis les pieds en Algérie, l'ont condamné à 10 ans de prison. Vous croyez que ça entretient les intellectuels à s'exprimer clairement? Donc on est dans quelque chose qui est une espèce de censure institutionnelle, la cause sacrée, un peu comme on était à la guerre de 14 si on avait écrit Siegfried et le Limousin, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans quelque chose qui est une espèce de psychose du monde arabo-musulman. Reprenons sur le cas de l'Iran. Moi, le cas de l'Iran m'intéresse tout particulièrement parce que c'est un pays qui a 3 000 ans d'histoire. Ils sont emmerdants, les Iraniens, parce qu'ils ont toujours une histoire plus antérieure à la nôtre, si vous voulez. Quand vous leur racontez la mythologie grecque, ils disent oui, ça vient de chez nous. Nous, c'est avant. Ouais, voilà. Ouais, et donc, ce pays, si vous voulez, a dans l'histoire contemporaine, a une histoire très intéressante parce que, en 53, Mossadegh nationalise le pétrole. Cet homme avait raison trop tôt. Nationaliser le pétrole à l'époque, les Américains organisent un coup d'État. Il va être renversé. Il redistribue le pétrole, hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils en prennent la grosse part et il a sa petite part aux Anglais qui étaient jusque-là majoritaires. Mossadegh va finalement finir en exil. Hein. Et puis, installation d'un type, c'est le Shah d'Iran, qui parlait pas le persan. Il engueulait ses ministres en français. Oui, pas mal. La francophonie était fière, quand même. Et donc, ce type va rester 25 ans au pouvoir avec une police politique qui s'appelait Assavak, qui allait exterminer les opposants à l'étranger. Et puis, à la fin, quand il y a la révolution de 79... Rappelez-vous, on pensait que Khomeini était une espèce de fantoche. Giscard propose de l'accueillir à Auvers-sur-Oise. Moi, j'ai été très surpris parce que mes copains iraniens qui étaient des opposants de gauche allaient le voir à Neuf-le-Château parce que ils allaient faire allégeance. Ils comprenaient pas qui était ce type, mais ce type était un révolutionnaire extraordinaire puisque il réintroduisait la religion dans la politique internationale. Et ça, on n'a pas pu le comprendre. Alors, on va en parler de ça, justement, la réintroduction de la politique et ce qui se passe aujourd'hui par rapport, chez nous aussi, la gauche, les islamistes, etc. C'est vraiment un des aspects les plus intéressants de ce qu'on vit aujourd'hui. À tout de suite, avec Pierre Conessa, on se retrouve dans 2 minutes. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Passionnant livre, passionnant ouvrage, effectivement, sur l'Occident, repentance et victimisation, sur l'homme blanc, où on en est, et surtout, comment l'homme blanc se fait cocufier, enfin c'est mon appellation, hein, pas celle de Pierre Conessa, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en pensant qu'il va s'en sortir. Et je pensais à l'Iran, on parlait de l'Iran, et on rappelait, Pierre Conessa, que en 1979, moi j'avais des amis du Toudé, gauchistes et communistes, vous en avez aussi qui disaient formidable, on est allé voir le Khomeini, c'est un révolutionnaire, il va nous aider et on va faire la révolution en Iran et ça va être le socialisme à visage humain, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé, il est arrivé et en 15 jours ou un mois, les gauchistes et les communistes ont été, je dirais, pulvérisés façon puzzle, comme disait un certain Michel Audiard. Et au fond, c'est intéressant, on parlait de ça hors antenne, c'est que l'État islamique d'Iran, c'est vraiment l'introduction officielle de la religion en politique. En politique internationale, oui, absolument. Oui. Absolument. On était, nous, si vous voulez, dans Marx, depuis Marx, Freud et Nietzsche, on savait que la religion, c'était fini. Bien sûr. Or, en fait, tout à coup, on retrouve un pays qui se construit son identité nationale avec cet enracinement qui est l'islam dans l'identité iranienne, hein, il faut pas le négliger. Bien sûr. Mais qui tout à coup, alors, ce qui caractérise le chiisme par rapport au sunnisme, c'est que le chiisme a une hiérarchie. C'est-à-dire une hiérarchie religieuse, vous savez, avec les ayatollahs, etc. Et donc, c'est un peu proche du catholicisme, où effectivement, vous avez un pape. Ce qui n'est pas le cas du protestantisme. Donc, ces religions à hiérarchie sont des religions, évidemment, qui ont un ancrage politique. Dans un pays comme l'Iran, c'était évidemment tout à coup redevenu un poids important.
Pour vous donner une idée, le Shah d'Iran était un individu qui avait passé sa jeunesse en Italie et qui ne parlait pas le persan ou qui le parlait très mal. Donc quand il faisait un discours, il était obligé de lire ses notes et il engueulait ses ministres en français. Donc quand vous êtes cette accroche-là avec un leader qui n'a pas cette capacité, elle, à fédérer, ce qui est une composante forte de ce nationalisme iranien, Bien sûr. vous avez eu un individu qui, lui, tout à coup, a bouleversé la planète, quoi. C'est ça, et qui a couversé la planète, et qui s'est... Et ça me fait penser, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ça me fait penser aux gens ici aujourd'hui en France, qui, allez, il faut le dire, flattent les frères musulmans, je dis bien les frères musulmans, et l'islamisme politique n'a pas grand-chose à voir avec la majorité des musulmans, enfin, à mon avis, mais quand même, et qui pensent qu'ils vont, eux, faire la révolution avec eux. Ce qui est quand même... je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a eu effectivement une espèce de transformation sociologique en France qui fait que l'ouvrier n'est plus la classe dominante. Bon. Et donc les gens de l'extrême gauche ont pensé que le réservoir de voix était le réservoir de vote musulman. Mais il n'y a pas de vote musulman. C'est-à-dire que vous avez comme moi des amis avocats, ingénieurs, etc. qui trouvaient la place dans cette société. Simplement, effectivement, quand il y a un attentat, on va les voir en leur disant « Bon, alors vous êtes musulmans, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est-à-dire tout à coup, on les renvoie à une identité qu'ils ont abandonnée depuis longtemps. Alors, le rapport sur les frères musulmans est très intéressant parce qu'évidemment, la première version qu'on a connue, nous, c'est les attentats sur le territoire, donc c'était la version salafiste. Les frères musulmans ont été beaucoup plus habiles parce qu'encore une fois, c'est une organisation avec des leaders, avec des gens qui pensent la société, et eux, ils ont choisi de se battre sur des théâtres secondaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, dans le droit de la famille, imposer à une famille que leur petite fille ne porte pas le voile. Parce que vous êtes la conjonction du droit de la liberté, si vous voulez voir. On les voit effectivement, clubs sportifs musulmans. On va les voir sur des sujets comme cela, parce que ce sont des sujets... Ils font de l'entrisme. Ils font de l'entrisme, mais sur des théâtres secondaires. Parce que là, à ce moment-là, vous ne pouvez difficilement dire on va faire une loi pour que les parents interdisent à leur petite fille de porter le voile. Donc, voyez, on est sur des situations comme celle-là. Ils ont beaucoup plus d'intelligence. Et donc, ils ont d'ailleurs présenté pas mal de candidats au municipal aussi, parce que là aussi, c'est une manière de prendre à leur avantage la loi républicaine, mais fondamentalement, il y a un régime derrière. Moi, je reviens à une pensée politique derrière. Moi, je reviens souvent sur un constat que je répète à l'infini, c'est que la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne des pays de l'Union européenne. Or, nous n'avons des problèmes qu'avec le séparatisme musulman. Donc, il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Le système d'intégration marche. La question, c'est pourquoi y a-t-il du séparatisme musulman? Et c'est là que les frères musulmans, si vous voulez, jouent sur une espèce de velours, parce que vous avez des partis politiques qui vont aller dans le sens de la victimisation, alors qu'il n'y a pas de preuves. Il y a 1200 lieux de culte en France. Ils ont besoin de voix, c'est calcul électoral. Ah oui, complètement. Je vous dis, il y a plus de 1200 lieux de culte musulmans en France. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'on ne va pas expliquer que c'est une religion interdite. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que le collectif contre l'islamophobie en France, je ne sais pas si vous avez organisé il y a une quinzaine d'années. Donc, CCIF, oui. J'avais besoin de les voir parce que je travaillais sur je ne sais quel rapport. Alors j'appelle et je tombe sur la porte-parole. La porte-parole était une convertie. Et je lui dis, je voudrais discuter avec vous parce que je travaille sur le terrorisme islamiste, etc. Elle me dit, nous, ça ne nous concerne pas. Seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, mais attendez, y a pas de... Mohamed Amra, vous avez dit, non, seuls nous intéressent les actes islamophobes. Alors j'ai dit, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors le seul fait de l'avoir comparé avec le CRIF, si vous voulez, a fait gloup. J'ai dit, quand vous avez un juif radical et un musulman intégriste qui se tape dessus, comment fait-on? C'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme? Mais parce que le concept s'est installé. L'idée de l'islamophobie, et puis pareil, vous avez de l'autre côté pareil aujourd'hui, c'est que les juifs institutionnels, enfin les juifs religieux utilisent le concept d'antisémitisme institutionnel. Alors quand vous dites, mais attendez, trouvez-moi une loi qui diabolise les Russes ou les Juifs ou les musulmans. Vous voyez, donc, ce processus de discussion est particulièrement pervers. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement combattre cette espèce d'utilisation, de manipulation de ce qu'on appelle la repentance de victimisation. En tout cas, lisez, je vous le conseille vraiment, je vous le recommande, le livre de Pierre Conessa, L'homme blanc peut-il encore donner des leçons de minorité? En fait, juste Pierre Conessa, une dernière question, mais rapide, et à réponse rapide. Est-ce qu'on peut en sortir de cette espèce de je dirais presque de gloubi-boulga cognitif et psychique? Écoutez, moi j'ai fait un projet que j'ai du mal à placer, qui est un petit guide de victimisation pour les plus oubliés par les LGBT. Vous reconnaîtrez que c'est un sujet important. Pas mal. Bon, alors la question c'est comment obtenir une lettre. Parce que si vous êtes plus, personne ne connaît. Mais si vous devenez Z ou W, etc. Eh ben j'ai beaucoup de mal à le placer. Parce que, si vous voulez, personne n'ose, si vous voulez, poser la question comme ça.
Parce que ce serait reconnaître que Vous les l'avez LGBT... écrit? Pardon, oui, Vous oui. l'avez écrit? Oui, je l'ai écrit, bien sûr, mais je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs et personne n'a voulu. Ah bah écoutez, alors je fais appel aux éditeurs, on va le publier. Il n'est pas question de ne pas le faire. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Merci, bien connaît ça.